Avec cette alerte en tout cas qui provient d'officiers ukrainiens et c'est une alerte qui est relatée par Politico. L'alerte elle est claire et elle est pessimiste, on va le voir. Elle provient d'officiers donc militaires de haut rang qui ont servi sous les ordres du général Zaloujny, l'ancien commandant en chef des armées qui a été remercié en février. Alors selon ces officiers qui parlent de façon anonyme, la situation elle est plutôt sombre. Regardez ce qu'ils disent, il existe un grand risque d'effondrement des lignes de front partout où les généraux russes décident de concentrer leur offensive. Ces officiers qui évoquent également l'utilisation massive de ces bombes, les FAB 500, 1000 maintenant 3000 utilisées par les Russes, des bombes qui sont produites en masse, qui ne coûtent pas cher et qui provoquent des dégâts massifs. Regardez ce qu'ils disent, grâce à un poids numérique bien plus important et aux bombes aériennes guidées qui détruisent les positions ukrainiennes depuis des semaines, la Russie sera probablement en mesure de pénétrer dans la ligne de front et de l'écraser dans certaines parties. Ça, c'est évidemment ces officiers, ces politicos qui nous relatent tout ça et qui va même plus loin, ce que va nous expliquer Sylvia, comment les Ukrainiens peuvent réagir. Là aussi, ils sont plutôt pessimistes. Même si le paquet américain est adopté au Congrès, cela ne suffira pas à provoquer un bouleversement sur le champ de bataille. Des officiers qui parlent d'un déficit de technologie. Il n'existe pas de technologie sérieuse capable de compenser pour l'importante masse de troupes que la Russie est susceptible de nous lancer. Nous ne disposons pas de ces technologies et l'Occident ne les possède pas non plus en nombre suffisant. Alors il y a bien une note d'espoir, dit-il. Il y a le courage, la résilience des Ukrainiens et les erreurs de commandement des Russes, et de citer effectivement la débâcle de Tonenke ce samedi, 12 chars, 8 véhicules de combat détruits par les Ukrainiens lors d'un assaut russe. Mais évidemment, ces erreurs, ce n'est pas vraiment une stratégie. Des officiers qui évoquent aussi les retards dans les fournitures des armes. Quand elles sont là, il est trop tard pour faire la différence. C'est ce que Zaloujny disait. Lui parlait de la guerre d'une seule chance. Il voulait dire par là que les systèmes d'armes deviennent très rapidement superflus car ils sont rapidement contrés par les Russes. Et au moment où elles arrivent, elles ne sont plus nécessaires et utiles. Ce sera aussi le cas d'ailleurs pour les F-16, disent-ils par exemple. Une douzaine devraient être opérationnelles cet été, une fois la formation des pilotes terminée. Chaque arme a son propre moment, disent-ils. Des F-16 étaient nécessaires en 2003. Ils ne seront pas bons pour 2024. Surtout, les Russes ont déjà la parade pour les contrer. Et voilà, alors c'est ça, 2023, non pas 2003 évidemment. Quelle parade pour les contrer, c'est un peu ce que vous disiez. Ça, c'est les F-16, c'est bien gentil, mais c'est pas ça qui fera gagner la guerre. Mais d'abord, ils ne seront pas suffisamment nombreux, mais c'est vrai que ça, c'est le scénario catastrophe que tout le monde redoute, c'est-à-dire l'effondrement, au moins sur une partie du front des Ukrainiens. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Ça veut dire que là, on négocie avec les Russes, mais au moment où, pour les arrêter, pour essayer de les arrêter, mais au moment où ils seront encore plus en position de force parce qu'ils auront conquis encore plus de terrain. Et dans ce que disait un des officiers cités dans l'article de Politico, il parlait de ce retard concernant la technologie. Souvenez-vous, c'était exactement ce que disait en novembre Zaloujny, qui était à ce moment-là chef d'état-major de l'armée ukrainienne, et qui disait, sauf si s'il y a une découverte dans le domaine de l'armement comparable à la découverte de la poudre par les Chinois il y a quelques siècles, on n'y arrivera pas. Donc c'est sur effectivement ce retard en termes de technologie que les Ukrainiens ont le plus de soucis à se faire en ce moment. Et alors évidemment, tout cet article de Politico est extrêmement sombre et ça peut être aussi une manière pour les Ukrainiens d'appeler vraiment à l'aide en disant voilà le scénario catastrophe, vous voulez qu'on vous dise que ça peut être, c'est celui-ci. C'est un moyen aussi de faire pression sur les alliés, mais je pense qu'ils sont effectivement extrêmement inquiets et que là si ça bouge pas très vite... Pas forcément. Non, mais je voudrais que vous écoutiez ce que disait justement ce que dit le secrétaire d'État adjoint américain qui s'appelle Campbell. Quand on l'entend franchement, on se dit si on était ukrainien et si c'était pas si dramatique, on aurait envie de rigoler doucement. Écoutez. Je pense que nous avons évalué au cours des 2 derniers mois que la Russie avait presque entièrement reconstitué ses forces armées après les revers sur le champ de bataille qui leur ont été infligés par un groupe courageux en Ukraine. Depuis, la Russie s'est rééquipée et constitue désormais une menace pour l'Ukraine. Mais pas seulement pour l'Ukraine, ces nouvelles capacités constituent un défi à plus long terme pour la stabilité en Europe et menacent les alliés de l'OTAN.
C'est quand même incroyable d'entendre ça. Effectivement, les Américains, les démocrates en l'occurrence, sont plutôt persuadés qu'il faut continuer à aider l'Ukraine. Mais il y a une espèce de frustration générale de se dire on n'a pas su capitaliser sur les débuts de cette opération quand l'armée russe est arrivée un peu étonnée de voir de la résistance, complètement désorganisée, etc. Là, c'est un peu tard. Oui, tout à fait. Il y a eu un excès d'optimisme, encore une fois, et puis également un excès de mépris de l'adversaire russe, parce qu'il a commis des erreurs au début, mais ensuite il a rattrapé, il s'est adapté, et encore une fois, c'est ce qu'a dit Zaloujny. Très vite, en disant on a méprisé les Russes et on a pensé que de toute façon le nombre de morts ferait qu'ils ne pourraient pas continuer la guerre, et ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il y a eu une erreur d'analyse du côté ukrainien, erreur d'analyse du côté occidental aussi. Est-ce qu'on peut imaginer, si on veut être un peu optimiste, Patrick Martin-Genier, que comme pour Vladimir Poutine qui a attendu d'être réélu, enfin de se faire réélire président pour lancer une nouvelle conscription, etc., de se dire après le 9 mai, après les élections européennes, peut-être que les Européens effectivement vont passer la seconde, si j'ose dire, et réagir de façon assez intense pour les mois d'été? Attendre les élections du 9 juin, ça fait quand même beaucoup, ça fait 2 mois pratiquement, le temps compte, et je ne suis pas persuadé que les peuples européens, au contraire, soient contre ou soient pessimistes. Non, globalement, ils restent pour un soutien très très important à l'Ukraine, ils l'ont toujours montré, il n'y a pas cette volonté de lâcher l'Ukraine, mais je dirais qu'il y a, ah oui, vous avez raison, un problème, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se donner les moyens d'une aide rapide. C'est les dirigeants qui ont peur de leur propre population. C'est les dirigeants, mais nous ne sommes pas en économie de guerre, il faudrait passer des commandes constamment tous les jours à des entreprises, on ne le fait pas forcément, l'Allemagne ne veut pas envoyer ses Taurus, d'autres ne veulent pas des missiles qui pourraient aller en Russie, on ne se donne pas les moyens d'une victoire rapide, et ça les électeurs européens s'en aperçoivent, non pas qu'ils soient contre le soutien, mais ils voient bien que finalement ça commence à marquer le pas. Alors que les Ukrainiens alertent les Occidentaux, oui, mais c'est pas la première fois qu'ils nous font un scénario catastrophe, ça fait plusieurs mois, mais ça ne change strictement rien sur le front des fournitures d'armement. Alors hier à l'OTAN, effectivement, je crois qu'on a décidé d'une aide considérable, mais je dirais qu'il y a aussi un problème, et je crois que ça ressort de l'article de Politico que vous avez cité, il y a un problème militaire, mais aussi un problème politique en Ukraine, où je pense qu'on ne débat pas assez des moyens d'une offensive, on tergiverse sur l'éventuelle mobilisation, on dit que finalement on n'a pas besoin autant de troupes que ce qu'on espérait ou ce qu'on souhaitait, on n'arrive pas à rapatrier les 650 000 jeunes Ukrainiens qui sont partis et qui auraient dû partir à la guerre. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi, parce que ce sont des officiers qui s'expriment, j'allais dire, de façon discrète, anonyme, il y a un débat politique, il devrait y avoir un vrai débat politique en Ukraine, devant le Parlement, la Rada, pour essayer de voir quels sont les défis aujourd'hui de cette démocratie qui, je le rappelle, devra bien un jour procéder à de nouvelles élections également. Oui. Alors je voudrais, pour finir, le dernier mot, le donner à un soldat sur le front. En l'occurrence, on en avait parlé il y a quelques semaines, c'est un Français qui a décidé d'aller combattre dans la Légion internationale. Solène Rioux l'avait rencontré, son nom c'est Flash. Souvenez-vous, si vous n'étiez pas en tout cas devant votre télé, on va vous le faire réécouter, de ce qu'il disait justement, les Russes ne sont pas des abrutis. Il ne faut pas prendre les Russes non plus pour des Mongols bourrés au fin fond de la Sibérie, quoi. Donc bien sûr qu'ils apprennent, il faut quand même le reconnaître, hein, parce que pour l'instant, 95% des lignes de défense, des premières lignes, ça tient encore. Donc c'est que le plan n'est pas si mauvais. Sachant que eux, un mobilisé russe, au bout de 2 ans, ils ne rentrent toujours pas. Donc s'il veut survivre, il est obligé d'apprendre. Après, je pense que quand on voit 5, 6, 10, 15 de ses camarades mourir à cause d'une erreur à la con, quand l'erreur à la con, elle se reproduit, on se dit hop, là, à ce moment-là, il vaut mieux réfléchir 2 fois avant d'y aller. Voilà, Solène Rioux avec Gabriel Aurillon, il y a quelques semaines, je vous voyais dire bah oui, il a tout compris en fait. C'est ça le... Je l'ai dit il y a plus d'1 an qu'il ne fallait pas prendre les Russes pour des imbéciles. Voilà. Je me suis fait prendre quelques attaques sur Twitter en disant qu'est-ce que vous osez dire là, puisqu'on nous racontait quand même sur les plateaux que même les Russes attaquaient avec des pelles pour combattre les Ukrainiens. On était à ce niveau-là, il ne faut pas l'oublier quand même, hein, toute la désinformation, la propagande abrutie. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils étaient extrêmement désorganisés, mal équipés, etc. Mais, mais ils ont appris, on l'a dit. En fait, on l'a dit dans l'année qui suivait, vu les pertes qu'ils ont eues. Et d'ailleurs, il y en a un qui le disait très souvent, qui s'appelle Olivier Védrine, qui les connaît bien. Il disait, mais les Russes,
en début de guerre, ils s'en prennent plein la tête, et puis après, ils apprennent, ils s'adaptent. Même, rappelez-vous, en décembre 2022, il y a eu quand même le même taux de détachement d'assaut pour prendre les villes. On s'en est gaussé, mais n'empêche que c'est toute la doctrine qui a été changée et appliquée sur le terrain.